Merci Arcaitz et Jean-Louis Surle pour mon invitation. Et puis donc mon intervention va essayer, il y aura deux parties. Une première partie qui sera un peu plus technique et qui est un résumé. Alors si les gens veulent le voir, c'est facile. On fait INTECH, IN et puis loin TECH avec mon nom et PDF et vous le téléchargez. C'est dans un livre en accès libre. Ça a été publié fin 2012 et ça fait 34 pages. Donc vous voyez, c'est bon. Donc la première partie présente mes doutes quant à l'efficacité du contrôle des épidémies virales vu sous l'angle de ce que je connais la France. Mais pour rappeler que ce n'est pas uniquement français, un petit commentaire dans un article de Grebli et collaborateurs de Vancouver, qui est à Vancouver en 2009. Au total, le rythme des nouvelles séroconversions VHC dans la cohorte pendant la période d'étude était 25 fois plus élevé que celui des prescriptions de traitement dans une population qui a droit à une couverture de santé universelle. Le second essaiera de partager avec vous ce que j'ai appris en soignant des malades, enfin ma position de médecin et ce que ça m'a appris sur, je dirais, le fonctionnement humain et les rapports avec les institutions. Alors, ça marche. Voilà. Donc, souvent, on s'interroge en disant que le problème, c'est que les usagers de drogue ont du mal à comprendre, je dirais, les messages de prévention et comprendre ce que c'est que la maladie. Alors, ce que je voudrais souligner, c'est que pour les professionnels, ce n'est pas aussi simple que ça. Donc, si on est d'accord sur le fait que, finalement, la transmission se fait par du sang de façon certaine, la charge virale étant pas très connue, je rappelle que pour le VHB, par exemple, pour le VHB-VIH, on sait très bien qu'il faut une certaine quantité de virus pour être infecté, avoir une infection chronique. Donc, on sait aussi, et ça c'est nouveau et qui vient compliquer un petit peu les choses, qui étaient des choses qu'on savait mais qui sont réapparues un peu plus clairement, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir été infecté et ne pas avoir de marqueurs sérologiques puisqu'on cherche des anticorps. On peut avoir une absence d'anticorps et les études qui ont été faites en regardant non la production d'anticorps mais la stimulation cellulaire immunitaire montraient que chez les usagers à risque, c'est-à-dire qui partagent fréquemment des seringues, il y en a au moins les 2/3 qui ont des marqueurs d'immunité, donc qui auraient guéri sans anticorps, et que si on prend des hépatites aiguës C guéries, il y en a 33% qui n'ont pas d'anticorps. Et la réponse cellulaire, bien sûr, a tendance à, disons, s'effacer avec la durée. C'est ce qu'on savait pour la B, mais on l'a pour le virus C. Alors, à côté de ça, si les partages de seringues, c'est évident pour le petit matériel, les études sont pour le moins discordantes. On peut dire qu'il y a au moins 2 études de cohorte qui semblent montrer qu'il y a une relation significative entre l'utilisation et le partage de petits matériels et l'infection. Alors, quand on tombe aux non-utilisateurs, non-injecteurs, les choses deviennent, disons, difficiles à comprendre, puisqu'on va avoir des études où on a 35% de VHC, et d'autres où on est à peu près dans la population générale 2%. Et il est impossible de comprendre pourquoi d'un côté on a 2% et de l'autre côté on a 35%. Il n'y a pas d'explication particulière permettant d'expliquer ça. Alors, la contamination sexuelle est revenue à la mode parce qu'on a parlé d'épidémie chez les homosexuels à haut risque. C'est des publications qui datent des années 2010. Et donc, on a reparlé du fait qu'on se recontaminait. Alors, quand on regarde, on s'aperçoit que c'était des questions qu'on avait posées au tout début des sérologies VHC, et on savait que dans les centres qui s'occupaient de MST, on avait des taux qui étaient élevés. Et sur la recrudescence, on peut discuter, puisque une étude américaine qui, elle, a étudié une cohorte d'homosexuels a montré qu'en fait, ils étaient arrivés maintenant à 53% de VHC, mais qu'ils avaient chaque année, depuis 1996, une augmentation de 0,2 à 2% de contamination VHC. Donc on est sur quelque chose où, très clairement, les hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes ont des risques dans des pratiques sexuelles sans doute un peu plus à risque avec des transmissions de sang par les muqueuses que la population générale. Si on reprend au niveau des familles, la transmission familiale, c'est des choses qui ont été plus ou moins abandonnées. On disait que c'était très faible. Il y a de nouvelles études donc, qui datent d'après ce que j'ai présenté, qui ont essayé d'étudier les choses. Ça, on reste sur du très faible. Mais quand vous dites à quelqu'un que on ne dit pas qu'on n'a pas de risque, on dit vous avez 2% de risque de vous infecter et autrement, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire qu'en gros, si vous n'utilisez pas de préservatif, vous avez quand même un risque de vous contaminer. Et donc, quand vous parlez à quelqu'un de ces comportements, ce n'est pas aussi simple, vous ne lui dites pas si vous faites ça, il n'y aura plus jamais rien. Bon.
Alors, il reste l'admission que nous ne connaissons pas forcément les choses, les modalités de transmission. Donc, alors sur la transmission sexuelle, je dis sur les déclarations d'hépatite aiguë américaines, 10%, les seules possibilités retenues étaient la contamination sexuelle. Et donc, simplement, je pense qu'il y a des modes de transmission qu'on ne connaît pas et on s'acharne sur des choses qu'on connaît, mais tout ça pour dire que pour la grippe, on ne sait toujours pas comment on transmet le virus de la grippe, en dehors de choses assez précises avec la toux. Donc, je pense qu'on doit accepter qu'il y a des choses qui restent dans un domaine mal connu. Alors, l'évolution vers la cirrhose. Alors, l'évolution vers la cirrhose, il y a deux méta-analyses, une population générale et une toxicomanie, qui arrivent à peu près aux mêmes choses, c'est-à-dire 15% de l'évolution vers la cirrhose en 20 ans. OK ? Alors, quand vous regardez les études individuelles, ça va de 0,3 à 34,9%. Bon. Et ces méta-analyses ont sélectionné 47 articles, l'une d'entre elles a sélectionné 47 articles sur 749 publications et 6679 résumés. Bon. Donc, dans ma série personnelle, simplement ce que je peux dire, c'est que pratiquement tout le monde avait été biopsié. Sur 650 usagers de drogue, à 20 ans, c'était 10% de cirrhose, et quand il n'y avait pas d'alcoolisme, au sens alcoolisme classique, c'était 3,6% et 12,5% avec l'alcool, donc on retrouvait la notion d'un alcoolisme important comme comorbidité. Et si nous considérons la mortalité directement liée à l'hépatite, elle serait de 20 à 30%. Mais il faut rappeler la surmortalité des usagers de drogue, ce qui a été dit précédemment. Donc, dans une étude danoise, il n'y en a pas beaucoup, 25 ans après une hépatite aiguë C, eh bien, la mortalité par autre cause que les hépatites est 8 fois plus élevée que celle des hépatites. Et on peut rappeler que dans ces populations, la consommation de cannabis et de tabac est très élevée et que les risques de cancer et de tabac sont aussi non négligeables et parfois peut-être encore plus importants au niveau des comorbidités que l'hépatite C. Donc les risques, on sait qu'il y en a certains qui ne sont pas modifiables, qui vont être l'âge de la contamination, le sexe, la durée de la maladie, le fait d'être noir américain, le génotype 3 et la génétique, puisque on est fabriqué de façon différente et qu'il y a des gens qui auraient des susceptibilités particulières de développer une fibrose. Donc on mesure un facteur de risque d'évolution vers la cirrhose qui permettrait, si éventuellement on aboutissait à ce genre de choses, de pouvoir dire aux gens qui vont évoluer ou non vers une maladie symptomatique. Par contre, on peut intervenir sur l'alcool, le tabac, la surcharge en fer plutôt pour tabac et surcharge en fer plutôt pour le cancer, les co-infections et le syndrome métabolique. Alors, notre capacité de suivre et de prendre en charge les malades a évolué, et ça, c'est un élément important, ça a été bien rappelé par Victor et Pascal. Donc, le développement des home tests, accès à ces home tests, évolution avec utilisation de la quantification de l'antigène plutôt que l'ARN, qui permettra d'avoir moins de problèmes dans la chaîne de transmission des prélèvements, l'évaluation du foie par des tests biologiques et ou le fibroscan, ça a été dit. Et puis alors, se pose la question de quand et qui traiter. Donc, trithérapie actuelle, ça a été dit, la trithérapie est quand même lourde, avec beaucoup d'effets secondaires, et on pourrait dire, si on doit, jusqu'à l'année dernière, si on devait traiter, on réserverait ça peut-être pour les gens qui ne peuvent pas attendre, mais qui sont aussi les plus à risque de développer une infection, une anémie, etc. Bon, on a vu que l'évolution était quand même vers des nouvelles molécules, et je pense qu'on va radicalement changer les choses, comme l'a souligné Victor. Bien, je rappelle simplement que le coût d'un traitement d'une trithérapie, c'est 45 000 € et que la France est un des rares pays où il n'y a pas encore de contingentement sur la possibilité de traiter ou non les malades, alors que c'est le cas en Angleterre, en Australie, etc. Il y a beaucoup de pays où on ne peut pas traiter n'importe qui, on limite un peu les choses, on verra. Donc maintenant, je vais passer à la seconde partie. Donc, ce que j'ai appris, mon expérience 40 ans m'a appris que si une connaissance théorique était indispensable, ce que les malades attendent de nous, c'est d'abord de les aider à vivre en leur donnant une place où ils peuvent exister. Cette interaction m'a amené à découvrir des concepts qui peuvent paraître éloignés des hépatites, mais dont je vais essayer de vous faire comprendre la pertinence. Alors, c'est vrai qu'il y a Chesterton, dans un petit livre où il parlait un petit peu de présentation philosophique, il se présentait comme un explorateur, c'était écrit à la fin du 19e, qui aurait découvert l'Angleterre. C'est-à-dire que beaucoup de choses que j'ai découvertes sont des choses évidentes pour pas mal d'autres personnes, et donc je m'excuse auprès de celles pour lesquelles ce sont des évidences de les rappeler maintenant.
Donc, le premier concept, c'est que, je veux dire, c'est la transparence du monde tel qu'il est vécu, mais il est transparent, il y a des choses qui sortent du retrait et qui reviennent. Alors là aussi, c'est toujours pour un peu étaler, mais c'est vrai que c'est ce que rappelle Heidegger quand il parle de la naissance de la philosophie, c'est dans son livre sur Parménide, la philosophie a découvert, je dirais, à un moment étudié ce qui était caché et ce qui apparaissait. Et après, on se pose la question, ce qui apparaît à un moment aussi bien quelque chose, une question qu'on se pose, mais quand on se pose une question, c'est que le monde nous pose cette question. Et c'est ce qui fait qu'on interagit maintenant. Alors, je dirais qu'en 80, les infections virales pour les usagers de drogue, elles étaient invisibles. Elles étaient invisibles parce que les hépatites étaient très peu symptomatiques. En dehors des hépatites fulminantes, on ne voyait pas de mort. Et donc, personne ne les... Et qu'il y avait beaucoup de toxicomanes qui mouraient d'overdose. Donc le système spécialisé, déjà à l'époque, et Pascal a souligné un peu les difficultés à voir les choses de façon globale, était expérimental et n'était pas concerné puisqu'il n'y avait personne qui s'occupait de ça. Ils avaient d'autant moins d'intérêt à s'intéresser à ce type de problème que les spécialistes qui n'avaient pas d'outils diagnostiques et pas de traitement n'avaient aucun intérêt pour ce type de choses. Je me rappelle que vers 84-85, la grosse réunion des pathologies américaines de la SLD, la moitié des papiers étaient sur la bile, les hépatites restaient dans des domaines très ignorés. Alors, le VIH, tout d'un coup, a envoyé un message fort. Donc, j'ai repris il y a un petit livre qui était assez amusant sur qu'est-ce qui fait coller les messages, what sticks, et qui étaient des gens de communication. Et il disait, voilà, le message doit être simple. Et là, le message était simple. On meurt toujours quand on s'infecte. Inattendu, l'épidémie était totalement imprévisible. Concrète, c'était visible et mémorisable. Crédible, compréhensible et facile à croire. Émotionnel, identification possible car ça concernait tout le monde, soit on s'infectait, des proches infectés, ou on avait un risque de s'infecter. Et puis ça conduit à agir, prévention et recherche. Donc on avait tous ces éléments. Mais ce que je voudrais rappeler, c'est que c'est quelque chose qu'on n'aura plus jamais. Et qu'aujourd'hui, les gens meurent plus. Et on sait qu'ils vont, je veux dire qu'on s'infecte, le caractère concret, etc. Donc, tout ça pour présenter, donc, en haut, c'est là, voilà. Ici, vous avez une étude que j'avais faite à la fin des années 80 chez les toxicomanes en prison, en fonction de leur début de toxicomanie, leur niveau de partage. Donc, la ligne pleine, c'est les gens qui partageaient avec n'importe qui, et vous voyez qu'on avait déjà une diminution très significative au début des années 80, 83, 84, mais très nettement avant la période 87 de la vente des seringues, mais ce qui était une constatation qu'on avait quand on a commencé à s'occuper des malades à ce moment-là, et que c'est vrai que les gens qui faisaient très attention augmentaient, mais l'augmentation vraiment importante était quand même liée au fait que les seringues étaient accessibles. Je ne veux pas dire que la vente des seringues n'a pas eu un rôle, mais déjà dans l'esprit des gens, c'était quelque chose d'important. Ici, vous avez, entre les gens qui avaient plus de 10 ans d'usage de drogue, en pondérant les résultats en fonction des niveaux de risque, eh bien, entre les années 80 et les années 90, vous voyez, l'odds ratio de contamination pour le VIH était de 15,4%, diminué de 15,4 fois. L'odds ratio était à 7,8 pour le VHB et 3,3 pour le VHC, ce qui laisse penser que dans les années 90, vers 98, donc à un moment où on n'avait pas encore beaucoup de substitutions, on avait déjà une relative diminution de l'endémie, puisque pour les mêmes facteurs de risque, bon. Donc en 1996, sur une étude multicentrique sur 1400 usagers de drogue, on avait une diminution par 8 des partages et par 1,4 pour le petit matériel par rapport à ce qui se passait avant. Les partages la nuit quand on était shooté, en manque ou hors chute. 9 ans après le premier programme d'échange de seringues, seulement 7% les utilisaient. Et on avait une diminution majeure du sexe et de la drogue, ce qu'on a vu avec la disparition quasiment totale sur les gens qui n'étaient pas des professionnels du sexe de la syphilis. En 1998, je rappellerai simplement pour situer ce que peuvent être les programmes d'échange de seringues. Aux États-Unis, on évaluait, alors bien sûr les évaluations sont toujours à la louche, mais on considérait que pour les États-Unis, il y avait 1,7 milliard de seringues qui auraient dû être utilisées si on faisait un shoot. Plus de 80 millions à New York, la France, 80 à 100 millions d'injections. Donc, un shoot, une seringue, enfin du matériel, ça veut dire qu'on distribue 80 millions
de seringues. En 2004, la prévalence, donc ça a une belle étude de la veille sanitaire, 74% de VHC chez des gens qui étaient des usagers par voie intraveineuse. Aucun changement pratiquement sur les 10 ans. Après, la question, c'est qu'on n'a pas du tout de notion sur le volume des gens qui injectent, puisque là, si je reprends à 2009-2010, si à la fin des années 80, 95% des usagers de drogue, disons durs, qui entraient en prison utilisaient de l'héroïne avec à Lyon un petit nombre de gens qui avaient de la cocaïne, là, vous voyez, à Lyon, on est en 2010, eh bien, on était dans quelque chose où on avait 70% d'héroïne, 80% de cocaïne, 50% d'héroïne et de cocaïne, avec 3,9% de VHC chez les non-injecteurs et 48 à 67% chez les usagers de drogue par voie injectable. Dans une étude parallèle qui avait été commanditée par Schilling mais qu'on n'a jamais publiée, 38% de partage, 38% chez les gens qui avaient partagé, 42% pour le petit matériel, moins de 10 fois 67%, plus de 10 fois 76%. Donc on retrouve des choses qui n'ont pas tellement changé depuis cette époque. Alors tout ça pour dire qu'il y a des choses qui sortent et qui reviennent. Je dirais que dans les années 80, quand on a vu les changements de comportement, je dirais, naturels sur des messages qui apparaissaient, pour quelqu'un comme moi, c'était évident qu'on avait été en faute grave et qu'il suffisait de dire que les gens se mettaient en danger pour qu'ils prennent des précautions. Eh bien, globalement, c'est clair, ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, là, maintenant, on arrive sur des choses qui sont un peu différentes. Et, bon, la première chose, c'est que, en gros, je voudrais rappeler que la conscience, au sens propre du terme, ne porte que sur un très petit nombre d'informations. Quand on est extrémiste, on dit ça va jusqu'à 7, mais il y a des gens qui disent une. Et que ces informations, dans ce qui est conscience, c'est-à-dire, au sens habituel, c'est quelques secondes. Cette réalité souligne la nécessité de filtres qui présélectionnent à la fois les informations transmises par nos sens et celles en provenance de notre mémoire. L'autre élément, et qui est très important, c'est que notre cerveau construit interactivement un modèle du monde en utilisant un traitement statistique, ce qu'on appelle les inférences bayésiennes. C'est quelque chose qui fonctionne dans notre cerveau, mais c'est assez intéressant, ça fonctionne au niveau biochimique, au niveau cellulaire simplement. C'est quelque chose... Bon. Donc si ça vous intéresse, là aussi, quand j'ai découvert ça il y a 2 ans, j'ai eu l'impression que c'était très nouveau. Et puis, il y a 20 cours au Collège de France qui sont pratiquement que là-dessus, avec le bébé statisticien. Vous pouvez voir, c'est amusant. Non, mais c'est intéressant. Et donc, par une suite d'essais-erreurs, ce traitement cherche à leur trouver une utilité fonctionnelle, donc fonctionnelle qui construit nos vérités. Et donc, je rappelle que pour Hegel, la pensée est un acte. Ce processus n'a pas de fin, c'est-à-dire qu'on est en continu dans cette interrogation et cette remise en cause. Une des choses qui est intéressante, puisqu'on parlait un petit peu de neurobiologie, c'est que vraisemblablement, cette interrogation, c'est là où se situe la dopamine. C'est-à-dire que quand on regarde la partie plaisir, on a séparé maintenant ce qui était la question pourquoi et l'autre. Et on s'est aperçu que, par exemple, l'anédonie ce qui est à la mode, on considère que pour les psychotiques, l'anédonie des psychotiques n'est pas d'une différence dans le ressenti du plaisir, c'est dans l'impossibilité de se projeter dans une action qui va déclencher du plaisir. Donc, cette construction part d'universaux qui se détaillent et se complexifient récursivement. Seules les informations nouvelles sont traitées, elles sont confrontées et intégrées à l'existant ou rejetées immédiatement. Cette confrontation à l'existant se fait dans une période qui est extrêmement importante pour la mémorisation, qui, je le rappelle, la mémorisation réelle, c'est un travail avec une construction protéique, éventuellement on fait des synapses, donc c'est quelque chose qui est dans le cerveau très précis. Et donc, ça se passe au niveau du sommeil, et les périodes de sommeil sont importantes dans cette mémorisation. Et puis, il y a quelque chose qui fait que le cerveau, en permanence, remet les choses en circuit dans une période où il n'est pas censé beaucoup travailler. On s'est aperçu qu'en fait, il travaillait. Et on reconstruit des choses de façon consciente et inconsciente. Donc, ce qu'on a découvert aussi, et qui est quand même très important, c'est que on n'a jamais le temps de prendre une décision qui prenne en compte tout ce qu'on a stocké dans le cerveau. C'est ce qu'on a découvert avec la théorie du frame et qui a été, je dirais, développé avec l'intelligence artificielle. C'est qu'on avait des modèles dans l'intelligence artificielle, notamment c'était un espèce de petit robot qui était censé sortir
je dirais, un chariot où il y avait une bombe, et il devait le sortir avant que la bombe explose, et il n'y arrivait jamais parce qu'il n'avait jamais le temps de... Voilà. Et donc, ce qu'on a découvert, c'est cette simplification qu'on appelle heuristique, on l'a découvert d'abord chez les abeilles, et puis on s'est aperçu qu'on fonctionnait comme ça, c'est-à-dire qu'on a des processus de simplification, et ces processus de simplification, on les crée interactivement avec le temps et notre développement. Et quand Guggenheimer, qui est le pape un peu de ce genre de choses, présente les choses, il dit, à la fin des années 70, les psychologues pensaient que disons, le fait de simplifier les choses était une pathologie psychologique. Eh bien, en fait, cette pathologie psychologique, non seulement elle est importante, mais on s'aperçoit que les processus de simplification qu'on utilise sont en général au moins aussi performants que les processus qui essaient d'intégrer l'ensemble des données qu'on intègre, dont on disposerait et qu'on met dans une moulitette, disons, de statistiques sophistiquées. Alors, l'autre élément, c'est que le cerveau se transforme. Moi, j'ai appris quand j'étais jeune que le cerveau, c'était un truc qui se fabriquait, puis quand on était vieux, on perdait des neurones. En fait, c'est quelque chose de très compliqué, c'est comme les muscles et le reste, c'est en interaction, et on pourrait dire qu'il y a 3 phases. Donc, la petite enfance, on peut penser que ça commence à la période fœtale, parce que déjà, le petit enfant sélectionne, je dirais, la voix du père et ce qu'il va entendre après la naissance, dès la période fœtale, puisque, je dirais, l'appareil auditif est pratiquement complet avant l'accouchement. Donc, c'est le temps d'apprentissage de la maîtrise du corps et de la pensée ça nécessite un environnement humanisé. Je rappellerai qu'un petit enfant, vous lui montrez des choses à la télé, il n'apprendra jamais rien. Et l'autre élément amusant, les oiseaux, si vous voulez leur apprendre à chanter, il faut que ce soit un autre oiseau qui leur apprenne à chanter. Mais si vous leur passez des disques, ça ne marche pas non plus. Donc là, c'est très important. Bon, après, c'est les problèmes de confiance et de l'attachement. Je crois qu'on avait fait une session sur l'attachement il y a 2 ans où il y avait pas mal de monde. Donc, c'est la perception de l'extérieur qui nous fait réagir, et on voit bien quand on a eu des enfants que les tout petits enfants n'arrêtent pas de nous regarder pour situer un peu ce qu'ils font, si c'est bien, si c'est pas bien, comment ça se passe. Cette étape a un rôle fondamental car elle conditionne la capacité de sélectionner des informations pertinentes et de créer des schémas qui prédétermineront ensuite les espaces offerts aux choix ultérieurs qui deviennent ainsi probables, mais qui autrement seraient restés improbables. Ce qui est statistiquement certain n'est plus accessible à la conscience. Le corps et les processus de pensée deviennent transparents. Ça, c'est aussi un des éléments qui est intéressant. C'est sur sur les éléments, disons, positifs, sur les symptômes positifs de la schizophrénie. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va avec le fait qu'il y a un déséquilibre initial qui serait que devant une situation nouvelle qu'on a du mal à intégrer, il va y avoir une décharge de dopamine qui oblige à trouver une solution qui va être, entre guillemets, délirante, mais qu'on va construire et qui va rester. Et l'autre élément, c'est que du coup, on s'entend penser et on entend des voix. Donc ça sous-entendrait que comme l'immunité, ou l'immunité finalement, qu'est-ce que c'est l'immunité? C'est qu'on apprend à s'ignorer soi-même. Je veux dire, naturellement, je dirais, on apprend à ignorer son corps. Et puis quand on vieillit, il vous reparle, ou quand on devient fou, ça c'est autre chose. Il va falloir un peu accélérer pour qu'on ait du temps pour les questions. Ok. Donc, l'adolescence, à ce stade, les informations complexes sont analysées en fonction de leur pertinence pratique sous une forme préconceptuelle. C'est à ce moment-là que se crée ce qu'Heidegger appelle des Dasein, c'est-à-dire ce qu'on va automatiquement intégrer de notre environnement. L'adolescence est une période pendant laquelle est utilisée la capacité de construire des concepts abstraits, donc myélinisation des terminaisons nerveuses, développement du cerveau préfrontal, et ces concepts sont traités pratiquement, évaluation concrète et remise en cause des acquis préconceptuels, avec une labilité émotionnelle qui favorise les prises de risques. Donc c'est la période où on remet le monde en question, et je dirais, c'est peut-être un regret qu'on peut avoir aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de très jeunes qui sont ici et qui pourraient éventuellement nous remettre en question. Donc la sélection que nous devons faire au sein de la complexité du monde peut déboucher sur des comportements rationnellement improbables. Et adulte, c'est la prise de pouvoir des automatismes. Alors ensuite, l'attachement, qui peut être aussi considéré, avec le point de vue de Hegel, qui rappelle la violence inhérente à notre développement, et qui se fait sous l'ordre d'une lutte à mort.
Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on voit très régulièrement et dont je suis particulièrement conscient depuis que je suis en prison. C'est-à-dire que la lutte pour la reconnaissance peut amener les gens à faire des choses qui sont rationnellement pour eux impossibles. C'est-à-dire que, par exemple, si vous prenez la prison, on s'aperçoit que de temps en temps, le soin est le seul endroit où on peut exprimer sa liberté. Et c'est le fait de ne pas soigner est la seule possibilité d'exister. Et je pense que dans les messages de prévention et dans la situation dont sont les gens, cet espace de liberté est quelque chose de tout à fait important. Le petit enfant dit non avant d'accepter de dire oui. L'adolescent développe et confronte ses propres concepts à ceux qui lui ont été imposés. L'adulte s'opposera si c'est la seule possibilité d'exprimer son choix. Donc, je dirais très très rapidement, pour ce que représente le Dasein, pour représenter, disons, ce qu'on a acquis. Je vous renvoie très rapidement des scolas sur les représentations du monde avec ce qu'on peut avoir avec l'animisme, le totémisme, ce qu'il appelle maintenant le naturalisme, une évolution qui a été très importante. Ensuite, quelque chose qui est tout à fait fondamental avec l'évolution de l'oralité à l'écriture. Donc, McLuhan avait commencé à évoquer ça, et il y a un de ses épigones qui s'appelle Hong qui a fait des choses tout à fait intéressantes et qui montre que notre façon, disons, le fait d'être passé à l'écriture et d'être passé à l'imprimerie à transformer des choses, comme on n'a pas beaucoup de temps, je ne m'étendrai pas, et on est en train de changer radicalement les choses au niveau de notre façon de communiquer. Et puis, dans la façon dont on est inscrit dans une histoire, je renverrai là aussi à ce qui a été fait à des cours de Collège de France sur l'histoire de la démocratie en France, de Rosan Vallon, qui nous éclairent complètement, qui sont extrêmement éclairants pour voir comment nos représentations de la société ont évolué par rapport aux discussions de nos politiques et la façon dont on a évolué. Donc, alors, l'autre élément, et ça, je pense que c'est une des réponses qui peut être donnée aux étonnements de Pascal, dans la société, on ne voit que ce qui est visible. Donc là, je renvoie à quelqu'un qui a, pour moi, quelque chose de tout à fait fondamental, qui s'appelle Niklas Luhmann, qui a considéré que la société moderne s'était organisée en systèmes sociaux qui fonctionnent en communiquant et qui définissent des missions. Et donc, ces missions, elles sont simples, elles se définissent de façon binaire, et la médecine s'occupe de maladies, comme la pénitentiaire va s'occuper de sécurité, comme la sécurité sociale s'occupe d'économie, et les laboratoires pharmaceutiques aussi. Et donc, on est dans quelque chose où on a des missions qui nous sont particulières, et forcément, les CARUD s'occupent de distribuer des seringues et de réduire les risques, mais leur problème, ce n'est pas les hépatites, et de la même façon, les XAPA, leur mission, elle n'est pas là. Donc, dans certains cas, les XAPA vont faire des choses un petit peu différentes. Et alors, dans ce domaine, je dirais que on est un autre exemple, qui est un exemple qui est différent, et dont je parlais tout à l'heure, on arrive à des choses qui font que dans un service de dermatologie qui s'occupe de mélanome, vous avez des gens qui sont traités dans des protocoles pour des mélanomes dont une bonne partie ne marche pas. Vous convoquez tous les gens à 9h du matin et les derniers arrivent à 17h, ce qui prouve bien que, on n'est pas forcément dans une situation où on s'occupe de la globalité de ce que veulent être les malades. En plus, je dirais, chaque système a sa propre morale, c'est-à-dire il y a une respectabilité qui est donnée par ces critères de ce système. Et après, se pose la question de ce que j'appelle l'éthique, qui est la position de ce qu'on fait face à une personne. Comme en général, on essaie de répondre de façon éthique et personnelle, on n'a jamais l'impression, sauf dans des questions concrètes, qu'on est dans des situations qui ne sont pas acceptables. Cette position éthique, qui renvoie finalement à notre devoir par rapport à l'autre, est quelque chose qui nous amène à nous poser la question de la complexité de la situation dans laquelle la personne est située. Et là, c'est un autre concept qui me semble très important, qui est un danois avec kierkegaardien, c'est de dire que cette éthique est définie et se définit par nos pratiques. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression qu'on va construire quelque chose qui va définir ce qu'on fait. En fait, c'est ce qu'on fait qui nous donne notre position éthique. Et le jour où on a accepté de tuer quelqu'un, il n'y a pas de problème, on n'a plus de limite. Il va falloir conclure. Je termine. Alors, je terminerai en disant qu'actuellement, on a 4 possibilités. On peut continuer comme on fait,
et c'est finalement relativement intéressant pour tous les systèmes qui s'en occupent parce qu'ils développent leur propre leur territoire, leur pouvoir, on l'a vu ce matin dans un certain nombre de présentations. Mais manifestement, ce n'est pas comme ça qu'on va régler le problème. Une autre possibilité, c'est de regarder le problème des hépatites et du sida qui sont des épidémies, c'est-à-dire regarder de façon ethnologique ce qui se passe dans une population, savoir quelles sont les personnes qu'on regarde, et là-dessus, essayer de définir où sont les réservoirs et de traiter ces réservoirs au lieu de traiter au fil de l'eau les gens qui veulent bien venir nous voir. Et puis, bien entendu, éventuellement, puisqu'on considère que c'est de la santé publique, payer les gens pour, si on pense qu'il y a des gens qui doivent être traités, eh bien, on utilise du conditional cash transfer, c'est-à-dire payer les gens pour être traités, ce qui se fait et qui marche très bien dans un certain nombre de domaines. L'autre problème, l'autre possibilité qui est de nouveau un petit peu à la mode avec le cannabis, légaliser les drogues. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on va faire maintenant de toutes les mafias qui fonctionnent et qui ont développé, je dirais, beaucoup d'emplois dans ce contexte et qui auront à se recycler. Et puis, bien sûr, si on avait un vaccin, eh ben, je pense que, en tout cas pour les hépatites C, ça réglerait éventuellement le problème. Merci.